Imagine que tu te réveilles le matin à 7 heures, il y a 341 commandes de rentrée par ton site de commerce électronique. À 8h05, toutes les commandes sont passées. Les commandes qui étaient en stock sont déjà parties chez le client. Les autres sont en commande au fournisseur. 5 jours après, le système reçoit la facture du fournisseur. L'intelligence artificielle scanne la facture, reconnaît la facture, le place dans le fournisseur, effectue le paiement. Voilà. Imagine que ton fournisseur ERP est capable d'automatiser l'ensemble de tes processus. Era, imagine. Bonjour à tous, re-bienvenue pour cette session de questions-réponses où est-ce que mes collègues Benoît, Karim et moi allons répondre à vos questions. On vous rappelle que vous pouvez poser des questions. On a déjà quelques questions en backlog, mais pendant la session, si vous avez des questions, ne vous gênez pas, on est là pour ça. Première question, comment se passe un projet d'upgrade? Donc, on est sur NAV, on veut aller vers BC, ou on est sur BC, on veut aller en SaaS. Karim, peux-tu nous expliquer, en gros, comment se passe un projet d'upgrade? Alors, dans un premier temps, on parle d'un projet. Ce n'est pas seulement une activité technique permettant de passer d'une version à l'autre. Dans le cas d'une migration de NAV vers Business Central, on parle vraiment d'un projet qui va impliquer autant une phase d'analyse, une phase de travail technique et une phase de test et une phase de go live. Je vais aller un petit peu plus dans le détail. Ce qu'on leur cherche finalement dans une première phase d'analyse ou d'évaluation d'un projet d'upgrade, c'est de voir comment l'organisation qui utilise NAV va évoluer d'un point de vue de sa stratégie d'affaires. En 10 ans, des fois, les compagnies vont avoir des nouveaux marchés, des nouveaux produits, et de s'assurer finalement que leur utilisation de NAV, en fait, si leur nouveau processus ou nouveau marché nécessite des nouvelles fonctionnalités. Certains développements doivent être revus, dans certains cas décommissionnés, dans certains cas remplacés par d'autres développements ou carrément par de nouveaux add-ons. Donc, une fois que l'on établit finalement ce plan de match sur qu'est-ce qu'on met de nouveau, qu'est-ce qu'on abandonne, on passe à une étape qui est plus relative à une revue de code. Donc, tout le code qui a été développé initialement doit être transigé vers le mode en extension. Donc, ça, c'est un travail qui va être purement technique. Une fois qu'il est fait, nous allons passer à une deuxième étape qui est une migration des données. Donc, tout votre historique va pouvoir transiter vers la nouvelle version dans des nouvelles tables. Si des développements vont être migrés dans des tables en extension. Et à partir de là, une fois que ces deux étapes terminées, nous aurons accès à un environnement sur Business Central qui aura vos données ainsi que toutes les fonctionnalités ou développements ou add-ons qui auront été implantés. À ce moment-là, on va commencer une phase où est-ce qu'on va former vos super utilisateurs afin de s'approprier de la nouvelle interface et on va entamer des tests fonctionnels ainsi que des tests intégrés pour s'assurer finalement du bon fonctionnement de chacun des modules et le bon fonctionnement intégré entre les différents processus. Dépendamment de la grosseur des projets, nous allons des fois rajouter des étapes intermédiaires où est-ce que nous allons vouloir refaire finalement un dry run ou refaire finalement une migration de données intermédiaire avant de refaire la migration finale. Si ce n'est pas le cas, nous allons nous préparer à une migration finale où est-ce que toutes les corrections aux bugs auraient été faites et finalement, on va prendre une fin de semaine où est-ce qu'on va refaire la migration de données.
Et cela peut se faire à la différence d'une fin de mois. Pour un premier go live avec un nouveau système, on peut le faire n'importe quelle journée du mois. Pourquoi? Parce qu'on prend une photo du vendredi, puis on va se retrouver exactement avec les mêmes données le lundi lorsque ces dernières vont être migrées. Et on va partir avec un nouveau go live, avec un nouveau système en support. Ce que l'on va privilégier par contre, c'est de ne pas trop bonifier le projet d'upgrade avec la mise en place de nouvelles fonctionnalités non requises. Donc, si, toujours l'approche autoroute, si certaines nouvelles fonctionnalités sont des wish, on va stabiliser l'upgrade, puis ensuite on va commencer par les rajouter. Donc, ceci conclut pour cette question, Jacques. Merci, Karim. Prochaine question, Jet Report versus Power BI. C'est quoi les avantages et inconvénients de chaque produit? Alors, on a vu les deux produits évoluer dans ces 10 dernières années. Autant de clients utilisent Jet Reports, autant utilisent Power BI. Il n'y a pas, je pense que chacun de ces deux produits-là vient répondre à un besoin spécifique. Juste pour rappel, donc Jet Reports est un add-on de Nav Business Central qui est sur Excel, qui permet finalement de tirer les données de Nav afin d'en faire une présentation dans le format que l'on veut, dans un outil qui est Excel. Power BI est une plateforme fournie par Microsoft qui a plus une force au niveau des dashboards, qui va de la même manière aller chercher les données de Nav pour pouvoir les afficher à travers des dashboards. Donc, comme énoncé, deux principales différences. La première, au niveau de l'interface. Jet Reports est assis sur Excel, donc des gens qui sont très familiers avec Excel vont se retrouver avec Jet Reports. Power BI est une nouvelle interface à apprendre et par conséquent peut ramener plus de défis. Okay? Au niveau maintenant de la facilité de créer des dashboards, Power BI va avoir certains avantages parce que beaucoup plus de fonctionnalités sont permises et aussi beaucoup de connexions à d'autres systèmes que BC sont aussi possibles. Donc, ramener beaucoup de données qui viennent de d'autres systèmes, les nettoyer, les faire transiger vers des nouveaux formats est plus facile avec Power BI. Finalement, au niveau de tout ce qui est état financier, je donnerais un avantage à Jet Reports. Pourquoi? Parce que la plupart des états financiers sont des rapports qui sont statiques, à savoir un format défini pour être imprimé sur un 8,5 par 11 et non pas la forme de dashboard. Donc, Jet Reports va être plus adapté à cause de son interface avec Excel de bâtir des rapports financiers que Power BI. Puis un dernier point, pour ne pas l'oublier, c'est au niveau de la manière de chercher les données. Lorsqu'il y a des requêtes entre plusieurs tables, 2, 3, 4, 5, 6 tables, Jet Reports va avoir des fonctions de join ou de jointure de tables qui sont plus avancées que Power BI. Ils sont quand même faisables dans Power BI, mais il faut aller plus se documenter sur des fonctions avancées de Power BI pour pouvoir le faire. Et j'ajouterais à ça, Power BI est un outil très, Karim le mentionnait tout à l'heure, en termes de dashboard, vous allez être en mesure de mettre vos indicateurs de performance. Et la ligne est mince entre utiliser Power BI et faire un projet BI. Donc, il y a une nuance entre les deux. Si vous êtes rendu avec 2, 3, 4, 5, 6 Power BI qui pointent sur Business Central, vous devez, je pense que le temps est venu de faire un step back et commencer à vous demander est-ce qu'on y va avec un vrai projet BI qui est d'avoir un cube qui, lui, va aller chercher l'information dans Business Central, l'apporter dans une base de données que votre Power BI pointe là-dessus. Donc, en gros, c'est la différence entre les deux produits. L'un n'empêche pas l'autre. Souvent, Jet Report, c'est les gens de finance. Power BI, bien, c'est les dashboards avec vos indicateurs de performance. Comme dans Business Central, on est capable d'avoir nos dashboards Power BI. Une fois qu'ils sont faits, ils deviennent disponibles dans Business Central. Une question pour toi, Jacques. Oui.
Business Central dispose, ainsi que la version de Nav, d'un module workflow qui permet, par exemple, de embarquer une approbation sur les achats, l'approbation sur des factures de vente, sur des notes de crédit, sur des marges de crédit, alors que Microsoft a aussi comme outil dans sa Power Platform qu'on appelle Power Automate, anciennement ça s'appelait Microsoft Flow. Selon ton expérience, dans quel cas un client utiliserait les fonctionnalités qui sont à l'intérieur de Business Central et dans quel cas il devrait plus s'intéresser à utiliser la Power Platform avec Power Automate? Bon, là, c'est Jacques Bolduc qui va vous répondre et non un représentant de Microsoft. Personnellement, je préconise Power Automate beaucoup plus que l'engin de workflow que dans Business Central. La raison est simple, c'est la flexibilité. C'est l'ouverture à des workflows et ceux qui n'ont pas prévu être là demain pour la conférence Power Platform, vous avez encore du temps pour changer vos horaires puis vous inscrire. Vous allez voir un exemple, en fait, plusieurs exemples de ce qu'on peut faire. Ça va vous permettre de comprendre le carré de sable de Power Automate. Donc, Power Automate et ceux qui sont sur les versions plus récentes de Business Central, vous l'avez remarqué, l'icône Power Automate qui est ajoutée dans Business Central. Ma prédiction personnelle, c'est que Microsoft s'en va beaucoup plus vers Power Automate avec Business Central que l'ancien engin de workflow qui est encore là, mais très, très peu flexible. Donc, Power Automate est plus flexible, s'intègre à Business Central, mais aussi à plein d'autres solutions, comme on va le voir demain. Donc, je pourrais facilement avoir un flow qui fait qu'un client qui va sur notre site web remplir la fiche « Contactez-nous », fait soumettre. Il y a un Power Automate qui va prendre l'information et directement aller créer un contact dans Business Central, sans programmation. Alors qu'avec le workflow de Business Central, qui est correct, soit dit en passant, on est beaucoup plus limité à ce qui existe déjà en termes de workflow. L'autre question? Bien sûr. Karim? Oui. Différence entre B2B et B2C. On a vu tout à l'heure la conférence sur justement le commerce électronique et souvent on prend pour acquis que tout le monde comprend les deux acronymes B2B, B2C. Peux-tu nous expliquer un peu plus c'est quoi la différence entre les deux? Oui, bien sûr. Donc, B2B, c'est pour business to business. B2C, c'est pour business to consumer. Donc, la principale différence entre les deux réside de la manière dont les organisations vont transiger avec leurs clients. Quand on parle de B2C, c'est du consommateur. Donc, un consommateur est un client final qui va, dans la plupart des fois, ne pas avoir d'un terme de paiement porté au compte, qui va faire du ramassage directement à votre magasin, qui va se livrer directement chez lui et qui va payer par carte de crédit directement pour pouvoir magasiner vos produits. Donc, l'interaction avec ce client-là, elle est plus, on va dire, marketing, faire du upsell, marketer ses produits. Dans le monde du business to business, donc là, on va faire interagir deux organisations. Donc, une organisation A qui va revendre ses produits à une organisation B. Et cette organisation B peut avoir plusieurs employés, par exemple d'un département d'achat, qui s'en vont acheter finalement chez l'organisation A certains produits. Donc à ce moment-là, bien sûr, au niveau B2B, ça prend des accès. Ce n'est pas un site web qui est public aux consommateurs. Donc ça prend un premier accès pour pouvoir atterrir dans une liste de produits, dans une liste de prix, dans un catalogue qui des fois peut être spécifique à votre client, parce que vous pourrez avoir deux clients qui n'ont pas le même catalogue de produits, par région, par exemple, parce qu'il y a une région A qui a un produit alors que l'autre région ne l'a pas. Au niveau des termes de paiement et modes de paiement, à ce moment-là, des clients B2B vont avoir des limites de crédit, des portées au compte, et par conséquent, le processus e-commerce au niveau de checkout n'est pas le même. On va se retrouver avec des situations où est-ce qu'on va avoir des devis, des demandes de prix, on va vouloir donner la disponibilité de stock pour ses clients, des informations autres telles que les dates de production, des dates de réception de containers qui arrivent. Donc, beaucoup plus d'informations finalement qui servent à notre partenaire
pour lui-même pouvoir opérer son processus. Donc, c'est des plateformes collaboratives. Et tout à l'heure, on a parlé de portail client dans la session e-commerce, où est-ce que c'est carrément une plateforme collaborative avec votre client, alors qu'un B2C est destiné purement à la vente au consommateur final. Je dirais aussi, Karim, si je peux me permettre, que tout ce qui est B2C, normalement, on va vraiment focuser sur le produit en tant que tel, sur le look, sur ce qu'on appelle du upsell. Donc, il y a beaucoup plus de travail à faire au niveau marketing. Souvent, il y a des agences qui vont être impliquées avec nous dans le déploiement de toute la partie e-com parce que ce n'est pas juste un projet fonctionnel ou opérationnel, mais c'est vraiment un projet de mise en marché où on veut intégrer le département marketing, la pub et tout ce qui va alentour. Alors que lorsqu'on fait affaire normalement en B2B, on cherche à être beaucoup plus transactionnel, dans le fond, pour pouvoir faciliter les opérations là, entre deux entreprises. Fait que c'est pas exactement le même focus. Good. Autre question. J'ai du roulement. Nous n'avons pas pu documenter nos processus. Nous avons besoin d'un état des lieux. Première question. Et deuxièmement, est-ce que je suis mieux de le faire avant ou après un upgrade? Définitivement avant. Faire un état des lieux, n'importe quelle organisation ayant implanté un système ERP, pour plusieurs raisons. Des fois, les équipes ayant participé au projet, il y a eu du roulement de personnel, la compagnie a évolué et on n'a pas nécessairement documenté toutes les décisions qui ont été prises dans un projet pour pouvoir définir le pourquoi qu'on a pris cette direction-là. Donc, c'est très important pour n'importe quelle organisation de faire un point d'arrêt puis de dire où est-ce que je m'en vais d'un point de vue vision, puis est-ce que finalement je suis autant efficace que les processus qui ont été mis en place jour 1 lorsque je suis parti live. Donc, cet groupe conseil ERA fournit finalement des ateliers de travail qui prennent la forme d'un audit pour une revue finalement de chacun des départements en revisitant chacun des processus et en identifiant d'un côté la vision, de l'autre côté les irritants, et cela finalement nous permet de définir 4 axes d'action pour ces départements. Ça peut des fois passer que par de la formation, de fonctionnalités qui existent au niveau de votre système qui ne sont pas utilisées. Ça peut prendre l'effet d'implanter des nouveaux modules ou add-ons qui ne faisaient pas partie de votre cible au moment de l'implantation. Ou, d'un autre côté, des fois, ça peut carrément remettre en question tout le système actuel car des décisions qui ont été prises ne sont plus effectives avec la nouvelle vision. Et à ce moment-là, on va parler d'un processus de réimplantation complet de Business Central. Donc, différentes solutions dépendamment des résultats de cet audit. Et cet exercice-là, nous l'avons opéré chez différents de nos clients et c'est très intéressant d'embarquer des nouveaux membres d'équipe de ces organisations dans cet exercice parce que ça leur permet aussi d'avoir leur point de vue, de mieux comprendre ce qui s'est passé, puis de mieux accompagner la vision de leur organisation. Je peux ajouter là-dessus, on a souvent suggéré de faire un diagnostic pour ce qu'on appelle l'arbre de la forêt. Quand ça fait plusieurs années que vous travaillez avec votre propre système, de prendre une opinion externe puis de voir un peu comment vous utilisez chacun des modules. On l'utilise à 100%, à 10%, puis comment on peut le déployer mieux. Mais comme on l'a expliqué beaucoup dans en fait, comme on va le voir dans les 2 prochains jours, il y a beaucoup d'outils qui viennent s'intégrer alentour de la plateforme de Business Central. On n'a pas vu de tant d'évolution au niveau des modules, mais des intégrations avec du développement spécifique, des intégrations avec d'autres systèmes, toute la Power Platform. Donc aujourd'hui, on ne regarde pas juste le diagnostic pour l'utilisation interne de BC Nav, mais on regarde aussi comment on peut aller plus loin en termes d'automatisation, comment on peut vraiment cibler ou tabler sur votre système actuel pour pouvoir aller plus loin dans l'automatisation de l'ensemble de vos processus. Excellent. Oui, une question pour toi. Je vais prendre une pause. Au niveau, en fait, on va faire plusieurs démystifications au niveau des licences, Jacques. C'est des questions qu'on reçoit souvent de nos clients.
Donc, je pense que ça prendrait la peine de donner une clarification sur, premièrement, la différence entre les licences Premium et Essential. Donc, pour les clients qui ont Business Central, Microsoft a maintenant 2 types de licences, les Premium et les Essential. Et aussi, d'un autre côté, la différence entre la licence Full User et la licence Team Member. Donc, quelles sont ces limitations? Dans quel cas, finalement, ces licences-là s'appliquent? Excellent. On va en parler la semaine prochaine. En fait, c'est une question qui est quand même assez large. Si vous êtes un client NAV aujourd'hui, vos licences full deviennent soit des premium, soit des essential dans Business Central. Maintenant, c'est quoi la différence entre premium et essential? C'est très simple. La premium contient l'essential. L'essential n'a pas 2 modules, production, service. Tout le reste est là. Donc, essential, si vous n'avez pas production et service, et vice-versa, si vous avez soit production ou service, c'est des premiums. Et tout ça va être géré automatiquement lorsqu'on va faire une mise à jour de NAV vers Business Central. Donc, si aujourd'hui vous êtes sur NAV, vous avez le Standard Pack avec le Extended Pack, vous êtes automatiquement éligible à Premium. Et si vous n'avez pas l'Extended Pack, à ce moment-là, vous allez être éligible à Essential. Donc, ça, c'est les licences full. Et l'autre point important, c'est que dans NAV, on parle d'usagers concurrents. Dans Business Central, on parle d'usagers nommés. Concurrent, il y a un bol au milieu de la table, premier arrivé, premier servi. Nommé, il y a une licence au nom de Jacques, une au nom de Benoît, une au nom de Karim. La licence Team Member. Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec la licence Team Member? Peu de choses, pour être honnête avec vous. On peut, si vous utilisez le module de projet, on peut s'en servir pour remplir les feuilles de temps. Un point important avec Power Automate qu'on mentionnait tout à l'heure, si vous avez des gens qui ne font qu'approuver une licence Team Member va être éligible à Power Automate. Et une licence Team Member aussi permet de visualiser de l'information. Donc, par exemple, vous avez un dirigeant qui fait que consulter Business Central pour avoir certaines informations. Bien, à ce moment-là, le Team Member fonctionnait. Anciennement, le Team Member était utilisé aussi avec les appareils radiofréquences, avec les ordinateurs sur le plancher. Quelque part dans ce cheminement-là, il y a une licence Device qui a été créée, qui, elle, sert justement pour soit les appareils radiofréquences, les ordinateurs sur le plancher. Donc, la licence Device s'applique aux postes et non aux individus. Et la licence, donc licence Team Member, est-ce que j'oublie des points? Il y a une page et demie dans le licensing de Microsoft. Effectivement, là, en fait, la licence Team Member, la licence full va vous permettre de faire n'importe quoi ce que vous voulez à l'intérieur de Business Central. La licence Team Member est désignée pour des gens qui font des actions répétitives à l'intérieur de Business Central. Si moi, mon rôle, c'est seulement de créer des clients et d'appeler pour le contrôle des crédits, je vais être en mesure de le faire avec un Team Member, alors que si je suis dans une PME multicasquette qui fait en sorte que je transitionne à travers différents modules, mais là, il va falloir vraiment prendre le manuel qui décrit exactement les tables qui sont touchées pour s'assurer que cette licence-là s'applique. Et l'autre élément qui est très restrictif, c'est qu'une licence Team Member ne permet pas de reporter de transactions, que ce soit à la livraison ou à la facturation ou à la réception d'une transaction. Un petit point, toujours par rapport aux licences, que je pense qui concernent certains clients, sur la licence de développement. Donc, pour les clients qui ont une licence de développement actuellement avec NAV, sachez qu'en évolution vers Business Central, ou même nos clients qui ont Business Central, mais présentement, vous n'avez plus le droit de licence, vous n'avez plus besoin de licence de développement pour développer à l'intérieur de Business Central. Donc, n'importe qui ayant la formation, les outils installés est en mesure de développer, bien sûr, sur Business Central sans nécessairement avoir à acheter une licence qui était quand même pas mal onéreuse dans le passé. Tout à fait.
Deux petits points à rajouter. Pourquoi qu'on parle de team member? Un, parce que c'est beaucoup moins cher qu'une licence pleine. Donc, pour le haut volume, pour des entrées de données pour 400-500 personnes qui sont sur le terrain, ça peut être quelque chose d'intéressant. Puis, l'autre petit fait à noter, si vous transférez de NAV à BC ou en fait pour des nouveaux utilisateurs, c'est Premium ou Essential. On ne peut pas mixer 10 Premium, 5 Essential. À partir du moment où vous avez le module de manufacturier et de service, c'est vraiment la licence pleine à ce moment-là. Et on ne peut pas mixer 10 licences Premium et une licence Essential. Et les team members, dans le même ordre d'idée, si vous passez de NAV à Business Central, vos licences limited de NAV deviennent des team members dans Business Central. Donc, écoutez, licensing, c'est quelque chose qui vous intéresse. Je pourrais vous envoyer le guide qui a, je crois, 88 pages. Super belle lecture de chevet. Juste team member, il y a une page et demie qui explique ce que ça fait. Donc, vous pourrez avoir beaucoup de plaisir. Et ça va se complexifier un peu plus avec le fait que le Power Platform vient s'intégrer à Business Central, ou est-ce que même chez Microsoft, là, c'est un peu qui fait quoi, quelle licence permet de faire quoi. Parce qu'à un moment donné, il y a plusieurs produits qui se parlent. Vous allez voir demain dans la conférence Power Platform, où est-ce qu'on a 4 produits qui interagissent ensemble. Est-ce qu'il faut licencer les 4? Est-ce qu'on en prend juste un, les autres des team members? Donc, il y a une thèse à aller chercher en licensing de Microsoft. Différence entre BC et AX et GP. Je vais faire une petite intro. Je te laisse aller après. Bien sûr. Première intro, BC, AX, GP, vous voyez ça comme des enfants. Et les enfants, mettons que c'est des Maradi. Donc, Maradi égale Dynamics 365. Donc, la famille s'appelle Dynamics 365. À l'intérieur de Dynamics 365, il y a présentement 3 ERP, 3 produits. Il y a Business Central, anciennement Dynamics Nav. Il y a AX, qui est devenu Finance and Operations et qui aujourd'hui est Finance, un produit, puis Operations, un autre. Et il y a GP, qui est anciennement Great Plains. Donc, dans le roadmap de Microsoft, ceux qui ont l'œil aiguisé, vous avez vu ce matin dans la slide de Karim sur le Intelligent Edge que GP était là. Et ça, c'est Microsoft qui l'a mis là, c'est pas ERA. Donc, le plan de match, c'est que NAV, les anciennes versions de BC et GP s'en vont dans Business Central. Donc, ce qui va rester en finalité comme produit, c'est NAV et AX, Finance and Operations. Maintenant, c'est quoi la différence entre les deux? Si je prends la même analogie de famille, bien, il y a le petit frère, il y a BC qui est plus pour une PME, alors que Finance and Operations va être pour une multinationale, une très, très grande entreprise. Donc, fonctionnellement parlant, c'est beaucoup plus complet et complexe dans Finance and Operations versus Business Central. Un projet Finance and Operations, on parle en millions de dollars. On parle de plusieurs personnes à l'interne qui doivent supporter la solution. Un exemple très simple, vous prenez l'écran du MPS, le plan directeur. Dans Business Central, il y a quoi, 6 champs? Bien, dans Finance and Operations, il va en avoir 30, 35. Donc, il y a une complexité beaucoup plus grande et la ligne est mince entre les deux en termes... Parce que souvent, les gens nous demandent « Ouais, j'ai entendu parler d'F&O ou je dois-tu aller vers Business Central ou Finance and Operations? » Bien, Business Central, c'est des silos. Si vous avez 4 compagnies, c'est 4 silos un à côté de l'autre. Si vous avez un besoin de gérer l'inventaire consolidé des 4 en haut et de voir la même chose pour vos clients, par exemple, pour ce qui est des recevables et avoir l'inventaire, la transaction interco, c'est là que vous atteignez une limite avec Business Central versus Finance and Operations. Pour rebondir sur ce que Jacques amène avec un exemple au niveau de processus d'affaires où est-ce que Business Central couvre très bien les besoins intercompagnies versus là où est-ce qu'un F&O va être plus adapté. On va prendre une compagnie qui fait du bardeau avec une usine ici au Québec, mais qui a aussi un centre de distribution aux États-Unis. Donc, il y a de l'intercompagnie, mais c'est de l'intercompagnie achat-vente,
ou est-ce que j'ai des produits qui sont fabriqués aussi au Québec dans l'usine 1 et qui sont transférés à l'usine 2 par une transaction interco pour être revendus. Donc jusqu'à date, pas d'enjeu pour Business Central. Les processus standards sont capables de monitorer ce type de transaction. Prenons de l'autre côté une compagnie qui est manufacturière, qui fabrique des avions, dont l'ingénierie est faite au Québec, mais dont les différents morceaux de l'avion sont à travers des usines à travers le monde, une au Bélarus, l'autre au Maroc, la troisième en France, et l'assemblage se fait sur Saint-Laurent ou à Mirabel. Dans des cas comme ça, Business Central va atteindre sa limite. Pourquoi? Parce que la planification, elle est En fait, la planification de tout cela, elle est multicompagnie entre l'ingénierie et les différentes compagnies internationales qui sont impliquées dans la fabrication de cet avion-là. À ce moment-là, un FNO ou ce qu'on va appeler un SAP ou même chez ERA, Oracle G.D. Edwards, va être en mesure de supporter ce type d'organisation-là. Peut-être répondre à une question qu'on n'a pas eue, mais est-ce que ERA a l'intention d'aller vers FNO à un moment donné? Puis la réponse est non là-dessus parce que, en fait, on maîtrise très, très bien ce produit-là. Aller vers FNO, bien que ce soit dans la même famille, prendre ton exemple des Maradi tout à l'heure, c'est pas le même père parce que c'est pas la même. Avec respect, Karim. Dans le fond, c'est que le code d'origine vient de vraiment deux compagnies différentes. Donc, aujourd'hui, de réapprendre au complet un logiciel comme FNO, ça serait quand même tout un apprentissage ou une expertise à aller chercher. Un. Deux, on aime beaucoup BC. BC est vraiment hyper flexible. On fait du tiers 1, là, donc des projets de plus grande envergure avec Edwards, mais avec tout autre produit, c'est très similaire. C'est que si on vient pour développer quelque chose, c'est 15 fois le temps. Donc, on s'en va vers des verticaux, on veut développer des outils, des modules pour rendre nos clients plus efficaces. Si on va vers un FNO, c'est beaucoup plus d'investissement en termes parce que c'est beaucoup plus complexe finalement. Puis c'est facile à comprendre. Le fait d'avoir multicouche, c'est comme si vous auriez 15 BC un par-dessus l'autre. Il faut se demander si je le mets dans cette couche-là, dans cette couche-là, dans cette couche-là, le tester. L'autre département qui, lui, travaille avec d'autres couches, fait nous autres aussi, on va tester de notre côté. On le veut, on le rajoute, on le complexifie. Donc, on perd de la flexibilité. Avec BC, c'est à hauteur d'homme. On est en contrôle de ce qu'on fait. On est capable d'ajuster le logiciel pour pouvoir convenir à chacun des besoins particuliers. Nous, c'est notre plateforme de choix. Là. Votez BC. Donc, Benoît, Jacques, nous avons eu une journée remplie de, je pense, nouveautés. On va continuer demain aussi avec plusieurs autres sujets qui sont vraiment très intéressants, je vous le confirme. Benoît, je pense que tu as la liste des événements pour demain. Peux-tu juste nous faire un petit rappel? Oui, donc demain, de 9h à 9h45, développement sur mesure. On en a donné quelques exemples tout à l'heure, mais si vous voulez voir vraiment la force de ce département-là, soyez là. Je pense que ça va être intéressant. La Power Platform qui suit immédiatement, encore une fois, quelque chose de personnalisé, mais vous avez vu un peu la force, que ce soit au niveau du BI, tout ce qui est le reporting, ou que ce soit au niveau de l'automatisation, donc le workflow avec Power Automate. Prenez un café avant, asseyez-vous et ouvrez votre imagination. Ça va être quelque chose. Effectivement. Je pense que vous allez... En fait, c'est un peu le but quand on dit imagine, c'est vraiment d'aller plus loin, mais on est dans le cœur demain matin. Et on conclut le tout avec l'AppSource en après-midi. Donc, à partir du moment où on a développé quelque chose, comment ça devient disponible, puis comment vous, comme client, pouvez accéder à l'AppSource puis aller chercher différents modules complémentaires. Là. Fait que je pense que cette partie-là est intéressante. Donc, deux nouveaux présentateurs se joindront, que vous connaissez très bien, Bernard Boiteau ainsi que Michael Raymond. Donc, je vous encourage fortement à se joindre à nous. Merci beaucoup tout le monde. Au plaisir de vous voir demain. J'espère que vous avez aimé la formule à distance. Puis au plaisir de vous rencontrer ou jaser demain lors de la période de questions. Merci à tous. Merci. Bonne soirée.